On parle de quoi aujourd'hui? On va parler de plein de trucs, je sais pas. Peut-être parler aussi de ce qu'est l'emprise. J'ai pas beaucoup dormi, j'avoue. Mais énormément renseigné sur ce qu'est l'emprise. Mais on va en parler parce que je pense qu'on peut parler de ça sous plein de dimensions. Vos embrouilles de streamer, c'est pas le sujet. Là, on parle de l'emprise et des dynamiques d'emprise. Si tu considères que l'emprise, c'est une embrouille de streamer, bah, je pense que t'as pas compris que c'était dans beaucoup de relations, notamment de gens qui ne streament pas. Déjà, vous savez c'est quoi l'emprise? Parce que moi, en vrai, je me rends même pas compte. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu aussi qu'il y avait un problème ces temps-ci, c'est que les gens ne se concentraient que sur l'histoire de vie, qui est important, capital. Concentrez-vous sur l'histoire de vie aussi. Il y a toute une partie du témoignage sur le truc Mediapart qui parle d'emprise psychologique. Qu'est-ce que c'est? En fait, je pense qu'on se rend pas compte de la gravité du truc aussi parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est l'emprise. Et ce matin, les gens, j'ai parlé avec des gens qui ont été détruits par ça. Enfin, je pensais que je voyais après ce qu'était l'emprise, que c'était grave, mais moi aussi, je me suis plus focus sur le viol peut-être quand il y a eu le truc Mediapart. Là-dedans, j'ai l'impression qu'on a tous chié. Et c'est quoi le problème de chier là-dessus? Dans le fait de pas parler de la personne, c'est qu'on crée de la violence. C'est horrible à dire, ça semble bateau, banal, mais on crée de la violence. Et je pense qu'individuellement tous là, questionnez-vous vous-même, pointez-vous du doigt, est-ce qu'on a envie de continuer de créer de la violence à des personnes qui sont déjà victimes de trucs et qui souffrent? Moi c'est vraiment, on fait même pas exprès de créer de la violence, hein. Mais j'en ai marre. J'en ai marre de faire du mal à des gens, moi. Pas envie de créer de la violence là-dessus. Carrie, vous découvrez l'emprise. Elle en parlait dans les premiers tweets, elle partageait déjà des travaux, des podcasts, juste vous avez fermé les yeux. Oui, du coup, tu veux que je continue de les fermer ou j'ai le droit de les ouvrir tard? Mais du coup, si vous voulez, je continue de les fermer et on rigole, on va regarder Blast sur ce terrain, on va regarder une vidéo Le Crayon et on rigole. Ça vous dit? On arrête? Vous avez compris et pas nous, et du coup, on continue de reproduire la violence qu'on va faire aux prochaines victimes qui vont venir nous témoigner parce que on n'aura pas ouvert les yeux assez tôt. Je comprends ton message et je l'accepte. Je prends ma balle. Ça fait 3 jours que je la prends, t'inquiète pas. Mais maintenant, je fais quoi du coup? Je réponds pas? J'arrête? L'objectif, c'est pas de châtier un c'est de détruire les structures qui l'ont permis d'être violents. Bah moi j'ai juste vu, notamment Krista avait fait un tweet sur le fait que les gens délégitimaient sa parole et délégitimaient ce qu'elle a dit. Oui, il faut aussi qu'on se questionne sur les mécanismes qui font qu'on a fermé les yeux. Ça on l'a fait sur le début du stream, et peut-être même sur à quel point dans le continuum l'emprise a pu, sans déresponsabiliser les gens parce qu'ils étaient sous emprise, hein. C'est pas, on parle pas d'emprise pour dire gna 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 gna, oh là là j'étais sous emprise, ça veut dire qu'en vrai je suis quelqu'un de bien. Non, vous avez laissé de la place à l'emprise parce que vous aimez bien les gens, parce que vous pensiez que c'était vos maîtres à penser ou je sais pas quoi. Moi j'aimais bien quelqu'un dans la Zawa Prod que je respectais beaucoup. Là ces temps-ci c'est compliqué dans ma tête, et qu'a fait que on m'a servi un discours tout prêt pour me légitimer le truc, et je l'ai répété sans me rendre compte que je le répétais. Et le lendemain je faisais un stream pour dire j'ai tout compris, comme si j'avais compris seule. J'ai répété comme une conne. Du coup tu étais sous emprise, j'ai pas compris. Non, je pense pas, mais juste je me rendais même pas compte que je répétais ce qu'on me disait. Parce que l'emprise ça vient peut-être aussi de ça de base, parce que tu donnes plus de légitimité à la personne en face. C'est aussi pour ça que c'est plus souvent, pas toujours, plus souvent l'homme qui peut faire de l'emprise sur la femme dans un cadre où ils sont à peu près dans des mêmes positions sociales, etc. Sinon, la blanchité, enfin le privilège sur le privilégié. Vous voyez ce que je veux dire? T'inquiète pas que si c'est une meuf bourge et un mec prolo, souvent c'est la meuf bourge, etc. Enfin, la classe sociale peut jouer, pas que. Alors, ça peut être totalement à l'envers, mais c'est souvent, vous allez voir, j'ai vu les stats et tout, c'est plus souvent le dominant sur le dominé. Mais ça peut être l'inverse, hein. C'est quoi la tech que t'as reprise si t'as pas la flemme? Bah, toute l'idée de dire que c'était des espèces de personnes publiques qui parlaient d'anciennes relations et qui du coup étaient en elles-mêmes avec leurs affects un peu en mode. Et moi, on m'a fait tout plein de discours pour me remplir la tête avec ça, et elle s'est remplie très vite, hein, parce que j'ai laissé de la place, parce que je pense que je considérais beaucoup trop la personne. Oui, j'ai jamais pensé que Krista mentait, parce que même quand il y a eu les premières choses sur l'emprise, j'y ai cru. Peut-être que je l'ai pas assez légitimé. C'est pas que je l'ai pas cru, les gens, c'est que j'ai pas assez. Il y a d'autres victimes que Krista et Marion, il y a plein de gens sur leur article. Lisez l'article qui est sorti sur Mediapart. Mais du coup, parlons un peu d'emprise, parce que moi ce matin, les gens, j'ai pris des claques, hein. Faut se renseigner sur le sujet. Mais là, j'ai vraiment parlé avec des gens qui allaient pas bien. Je sais que l'emprise, j'ai eu tendance à mal le considérer car j'acceptais pas que moi-même je l'avais été. Mais moi, je l'ai pas méconsidéré, mais c'est juste que moi, j'ai très peu de relations sociales dans ma vie. Par exemple, là, il y a une personne dans le chat qui disait que c'est quelque chose qu'il a vécu et que du coup, il voulait pas se l'avouer. Ou alors parce que vu qu'il a vécu, il se dit ah ça va, on s'en remet. Sauf que l'emprise, bah c'est pas pareil pour tout le monde. Et moi, ce matin, j'ai vraiment entendu des gens détruits m'en parler. Des gens qui me disent quand je vais au travail, je suis une personne. Quand je rentre chez moi, je dissocie. Je suis morte à l'intérieur. Quand je suis chez moi, je n'ai plus aucune joie de vivre. Je n'ai plus rien. Tout ce que je faisais, c'était pour l'autre. Donc maintenant qu'il y a plus l'autre, je fais quoi? Tout ce que je faisais, je le faisais d'une façon où je me demandais comment l'autre allait me voir, comment l'autre allait considérer. Est-ce que ça allait assez le rendre heureux, assez lui faire plaisir, comment il va le juger? Et du coup, fallait pas faire trop non plus. Donc il fallait faire les choses, prendre soin de soi pour la personne, mais pas trop parce que sinon la personne, et toutes les considérations de comment je fais pour avoir de l'attention de cette personne. Et je vous jure, quand des gens vous raconter ça avec plus de détails, là j'ai pas envie de donner trop de détails sur la vie des gens qui m'ont parlé ce matin, et qui me disent en fait c'est comme si tout ce que je faisais c'était pour cette personne, mais en même temps décidé parce que je savais que cette personne voulait que je fasse ça, donc par cette personne en soi. Il y a des personnes qui connaissent que
ce type de relation aussi, donc qui se sont construits avec ça. Bah ouais, mais du coup, est-ce que elles sont heureuses, tu vois, genre. Après, moi, je veux pas vous dire qu'on va se rendre heureuses ensemble, hein, mais juste, est-ce que, voilà. Et du coup, j'ai pris quelques renseignements. Est-ce que seulement j'ai été aimée une fois pendant cette relation? Bah, ça en vient à d'autres gens qui me racontent ça en me disant, je sais pas si, du coup, j'ai vraiment connu l'amour. Parce que j'étais persuadée que c'était ça l'amour, mais au final, on m'a aimé. Et les gens, c'est des questionnements tellement profonds, mais qui te détruisent ta vie parce que t'as pas de réponse. Ça m'a... Ah, écoutez ce genre de témoignage. Force aux victimes, hein, vraiment. Et moi, ton live est salvateur pour moi. Bah, j'espère au moins, on peut au moins considérer ce qui s'est passé. Parce que l'article, je le trouve très précis au final. On relira peut-être cette partie de l'article après. Je pense que le besoin là, c'est aussi qu'on se concentre sur les victimes et qu'on essaye de comprendre ce qui leur arrive. Et à quel point c'est des dynamiques qui se répètent. Donc, j'ai trouvé plusieurs vidéos. On va pas en regarder beaucoup, mais juste, j'ai trouvé ça important qu'on prenne en considération ça. Donc ça, c'est une dame que j'ai beaucoup vue, Anne-Clotilde Ziegler. Bon, elle est psychothérapeute. On en pense qu'on veut. Moi, les psychologues et psychothérapeutes sont ce qui m'ont le plus aidé dans ma thérapie. Hein. Donc voilà. Oui, on va relire après Krish. Je trouve ça hyper bien de réfléchir là-dessus parce que je pense que c'est très répandu. Bah oui. Et puis ça détruit vraiment en fait. À voir si elle est basée ou pas. Alors elle, je trouve ça va. Donc elle, l'emprise, comment s'enclenche ce mécanisme? Elle nous présente surtout les types de proies. Alors il y a des mots qui vont être insupportables. Les gens, trigger warning. Le mot pervers narcissique ne me plaît pas. Le mot j'avoue, j'ai du mal avec le mot pervers narcissique parce que j'ai l'impression qu'il psychiatrise un peu la chose et qu'il... Ouais, ça existe pas. Déjà, je crois qu'il y a pas mal de trucs qui vont dans le sens de ce que tu dis, Pomme, c'est que ça existe pas. C'est un peu fourre-tout, exactement. Surtout, ça psychiatrise. Et j'aime pas. Mais cette dame l'utilise, donc je pense que c'était plus... que la vidéo a dû sortir à une époque où on continuait de le dire, où elle a fait ses tuiles avec. Pervers, ok. Manipulateur, ok. Narcissique, ok. Mais pas forcément les trois. Oui aussi. Pas besoin d'enfermer dans des catégories. C'est un terme utile, malheureusement. De toute façon, elle l'utilise, vous le verrez. Mais je tiens à préciser, voilà, enfermez pas quelque chose, une image fixe sur pervers narcissique. C'est comme violeurs, les gens, c'est pas des monstres, hein, c'est des hommes. Enfin, c'est des hommes, c'est des humains, les gens qui violent. Bon, majoritairement des hommes masculins, mais c'est des gens qui ont l'air tout à fait normal dans le reste, quoi. Il y a des profils types de proies qui sont pas du tout ceux qu'on attend. Les gens très intelligents sont susceptibles d'être des proies. Je m'appelle Anne-Clotilde Ziegler, je suis psychothérapeute depuis presque 35 ans. J'ai écrit 5 livres, dont 4 sur la perversion narcissique et l'emprise. On peut définir l'emprise comme une relation où il y a une prise de pouvoir et d'une domination du prédateur sur la proie, une déshumanisation, une réification ou une instrumentalisation de l'autre. Il y a un moment dans l'emprise où la proie ne sait plus exactement qui elle est. Ça existe bien évidemment dans le couple, mais ça existe dans tous les autres cas, donc ça existe dans... Et là, ça fait vraiment... Je suis désolée, je vais mettre pause parce que ça me... Du coup, pervers narcissique, ça n'existe pas après qu'il y ait le trouble de personnalité narcissique, mais ça a disparu du sim. Ok. Les violences dans les milieux lesbiens, juste on n'en parle pas. Ah, j'en ai eu ce matin les témoignages, je vous rassure, ça touche toutes les cases. Hein. LGBT, pas LGBT, vous êtes dedans. On y est tous. Hein. Ça fait écho. Ben moi, ça fait écho vraiment au discours de avoir l'impression que la personne se glisse sous ma peau. Et c'est une phrase qu'on m'a répétée, qu'on m'a dit, si tu veux t'en servir. Je trouve qu'elle est précise pour décrire ce qui m'arrivait. C'est une meuf qui m'a dit ça. J'avais l'impression que du coup la personne était sous ma peau parce que je faisais mes choix pour elle. Et donc on a vraiment cette dépersonnalisation. On perd son identité. Et je trouve ça narcissique. C'est Macron. Qui elle est. Ça existe bien évidemment dans le couple, mais ça existe dans tous les autres cas. Donc ça existe dans le travail. Ça existe en amitié avec ses amis qui petit à petit vous laminent et vous détruisent. Ça existe, hélas, 3 fois hélas, dans le rapport parent-enfant. Ça touche toutes les catégories sociales. Il est possible qu'il y ait plus d'hommes que de femmes qui soient prédateurs parce que simplement le modèle de prise de pouvoir patriarcal le permet. Hein, c'est plus facile pour un homme que pour une femme. Un prédateur, il va plutôt chercher à mettre sous emprise une proie qui est riche. Les hommes, ben là c'est vraiment une question de pouvoir aussi, quoi. Donc les hommes, mais aussi la position de dominance à dominer. Les blancs. Oubliez pas, cette phrase à l'aide, c'est avoir sa voix derrière mon épaule, ça résonne chez moi sur tellement de trucs. Oui, tu fais tes choix avec une voix derrière ton épaule, c'est précis. Ouais, l'ascendance quelle qu'elle soit. Bah oui, adulte sur enfant, les gens par exemple, ouais, merde, je coche toutes les cases. Valeur humaine, riche de compétences, riche de relations, qui génère la prédation, c'est la lumière. Ensuite, il va détecter les failles, donc certains ont peur de l'abandon, d'autres ont peur de l'abus. Donc là, le prédateur, il va jouer dessus pour bien attraper la proie. Mais ça n'est pas la faille qui génère la prédation, c'est la richesse. La relation de prédation, en gros, c'est 3 phases. La première phase, c'est la phase de séduction. Le prédateur ou la prédatrice va utiliser l'effet caméléon pour être exactement la personne que la future proie attend, et va aussi utiliser ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire le bombardement d'amour. Quand la séduction a fait son œuvre, le prédateur donc, ou la prédatrice... Le love bombing, il fait la roue en cambrant son plumage. Oh, comme ça, j'aime bien. Les sociétés patriarcales, peu importe où l'on est, le permettent partout. Bah oui, on peut aussi être sous emprise sans contenter de celui qu'on est victime, notamment enfant dans les familles full trauma, à devenir hyper conscient des émotions
émotions dans la famille à diminuer pour ne pas interférer. Oui, parce que c'est tout ce que tu connais, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Il y a quand même mon ex un jour qui m'a sorti de toute façon, toi, je peux te traiter comme je veux, tu partiras. Mais moi, c'est aussi quelque chose qu'on m'a beaucoup décrit du coup dans des situations d'emprise, c'est le love bombing. Le love bombing, c'est déjà du harcèlement, ça devrait être red flag. C'est le fait de trouver les bons timings pour envoyer beaucoup d'amour, pour être sûr que la personne, elle ait sa dose. C'est comme de la drogue un peu, j'imagine. J'ai pas connu la drogue non plus. Mais hop, je t'en mets un petit peu. Comme ça te redonne envie de me plaire pour que tu puisses revoir. La Pusico. Chaud-froid. Ouais, chaud-froid pour te donner envie du chaud, quoi. Parce que si je te mets plein de froid, d'un coup, tu vas vouloir prendre une douche chaude. Promis. Pas forcément besoin de bon timing. Oui, non. Bien évidemment, je pense pas forcément qu'il y ait un bon timing. Très pavlovien. Très l'expérience des souris et le sucre dont on m'a parlé ce matin. Je sais plus le nom. Mais il y a eu des expériences sur des souris qui décrit bien ce truc du love bombing. C'est des souris qui, parfois, quand elles tapaient sur un petit truc, on leur donnait du sucre. Sauf qu'ils ont fait en sorte que quand elles tapent sur le petit truc, c'est pas à chaque fois qu'elles aient du sucre. Skinner, peut-être. Ça me dit quelque chose. Mais du coup, ça met la souris dans une espèce de comportement malsain où elle va juste taper en boucle parce qu'elle sait pas s'il va y avoir du sucre. C'est l'aléatoire qui crée l'envie aussi, quoi. C'est le fait que parfois il y a une récompense qui fait que tu vas essayer tout le temps de l'avoir et on se retrouve avec une souris folle qui appuie tout le temps sur la boîte à sucre pour essayer d'avoir du sucre. Bah, c'est l'oxytocine, peut-être. Frénésie. Comme les jeux d'argent un peu. Oui, comme les jeux d'argent. Mais qui du coup te désindividuel. Comment on dit? Tu te sens plus toi-même, quoi. Littéralement les machines à sous. Ouais, c'est vrai que ça a un peu l'air ça. Un peu l'air comme ça. Boîte de Skinner, ça veut dire quoi? Mais j'ai l'impression que ouais, c'est ça l'expérience en question. Que c'est l'expérience de la boîte de Skinner, un truc comme ça. Désindividualise, exactement. Oh oui, c'est ça. Mais j'aime pas voir des animaux pas contents. Ça montre triste pour les animaux. Ça montre juste une dynamique. C'est pas juste une comparaison. Ça montre une dynamique. Mal expliqué. Oui, j'ai pas tout compris, mais vous voyez ce que je veux dire. Opère un ferrage, un appartement commun. Le truc hyper important à retenir dans l'expérience, c'est qu'à partir du moment où la souris est isolée, effectivement, elle va chercher du sucre. Mais elle ne va pas prendre sa dose si elle a des partenaires sociaux. En gros, si t'es isolé, t'es fragile face à la dépendance, mais pas quand t'as un réseau social autour de toi. Ok, donc on en vient à enfermer la personne aussi, à la renfermer sur elle-même et à la mettre dans cette logique de rester qu'avec. Je suis toujours idéologiquement un comportementaliste. Ici, on parle de renforcement à ratio aléatoire, ce qui maintient le plus les comportements. Ok, merci pour l'info. En œuvre, le prédateur ou la prédatrice opère un ferrage, un appartement commun avec clause de solidarité au bail, un achat commun, bien évidemment. Donc voilà, là, la dépendance. Oh, putain, la dépendance, c'est parfait. Hein. L'isolement passe par la dépendance aussi. Hein. Son œuvre, le prédateur ou la prédatrice opère un les enfants. Ferrage, un appartement commun avec clause de solidarité au bail, un achat commun, bien évidemment un enfant, un mariage. Bah, ne serait-ce que vivre ensemble. Hein. Si tu lâches ton appart, et là on en revient au témoignage de Christa, si tu lâches ton appart pour aller vivre chez l'autre, la phase de dépendance, elle commence là. Troisième phase, la phase de destruction, avec des retours à la séduction quand la proie fait mine de s'en aller. Et ça peut durer comme ça des décennies. Hein. Ça fait pas pour autant de la proie une personne faible et sans volonté. Le piège fonctionne et il est redoutable. Un problème majeur pour identifier ce qui se passe, c'est d'une part la méthode de retournement. Hein. Mais ça, c'est 100% des relations long terme. Oui, souvent tu te mets à emménager avec la personne, mais là, c'est pas forcément dans le fait d'emménager avec la personne, c'est que le fait d'emménager à la personne s'ancre dans la même logique de tout ce qui est autour. Et tout ce qui est autour, c'est ça qui est très toxique. Sauf que le fait d'emménager avec la personne, c'est emménager avec le comportement toxique. Tu peux emménager avec quelqu'un sans qu'il y ait de comportement toxique. Mais si t'emménages avec quelqu'un et qui d'un coup se met à contrôler tout ce que tu fais, tu peux plus partir. Donc ça va juste renforcer le truc. Emménager est un outil ici. Oui, c'est ça. Ça en fait partie. C'est-à-dire, tu sais très bien ce que j'aime et ce que j'aime. C'est une étape de l'emprise, mais pas toujours une emprise, exactement. C'est d'une part la méthode de retournement, hein, c'est-à-dire, tu sais très bien ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc, si tu fais ce que j'aime pas et que je suis désagréable avec toi, c'est de ta faute. Et puis, les prédateurs font habille-toi comme je veux, mange comme je veux. Ce qu'on appelle le gaslighting, le prédateur, la prédatrice, s'arrange pour faire croire à sa proie que c'est elle qui génère ce qui se passe. Une personne sous emprise, c'est une rose qui se fane. Elle rit moins, elle est plus nerveuse, sous stress constant. Et puis quelquefois, elle raconte un peu. Quand elle raconte, il faut absolument se taire et écouter. Et dans un premier temps, ne pas donner son avis. Il faut laisser. Et là, on est des merdes. C'est le temps. Désolé. À la proie de faire son chemin vers la sortie, jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'infos pour dire il me semble que ça ressemble à ça, regarde. On s'en remet déjà en se remettant à penser et commencer à réfléchir à ce qui s'est passé. Trouver tous les moyens pour retrouver du contact avec soi-même, se remettre à faire des choix, même tout petit, parler, voir des amis, bouger physiquement, puis attendre et retrouver le goût de soi de toutes les façons possibles. Plot twist, quand on se croit immunisé à des biais, on a plus de risques de tomber dedans aussi. Bah peut-être, hein, je sais pas. Moi je sais que j'ai... Après je me sens immunisée du coup, j'allais dire, je sais que j'ai peu de chance parce que je ne parle pas, je ne relationne
fonctionne pas. L'amour est une forme d'emprise, mais ça se voit dans la littérature, donc c'est compliqué d'en parler. Peut-être. Ça me fait penser à Madame Bovary, ça. On avait ça. Et oui, ce mec me fait un peu peur, mais on va regarder aussi. Le principe des relations d'emprise, c'est que justement, souvent, t'es dans le déni et tu percutes pas. Bah, un peu. Hein. Ça me donne envie de relire Madame Bovary, tiens. Oh là, quelle idée. Si c'est intentionnel et rationnel, oui. Autrement, non. On peut, sans le vouloir, contraindre une personne en lui faisant part de nos affects, et ça arrive à tout le monde à divers degrés. Faut pas avoir une lecture manichéenne dans ce type de problématique hautement complexe. Bonjour Maguizard, t'as l'air de bien t'y connaître, c'est très intéressant. Le modèle de famille nucléaire est récent, mis à la fin du 19e, et largement valorisé. Seulement à partir de 45 ans. Seulement à partir de 45, c'est vraiment un pendant du capitalisme et du patriarcat, le nid idéal pour l'emprise. Bah ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup, du coup, comme a dit la dame, c'est souvent les hommes, quoi. Comprendre le principe est important, garder en tête que tout le monde peut tomber dedans est important pour s'en protéger. Bien évidemment, orthodoxe, j'ai totalement le même avis. Bon, du coup, ça a été publié il y a 2 ans par le ministre chargé de l'égalité homme-femme. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un sujet de patriarcat là-dedans. Hein. Dans les clips pédagogiques, paroles d'experts, des intervenantes expliquent certaines notions complexes. En bas, c'est complexe. Que vous le vouliez ou non, c'est écrit là. Voilà. Et ou scientifiques liées aux violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Donc on va quand même un peu regarder celle-là, je l'ai bien aimée aussi. Et par rapport à la vidéo qu'on vient de voir, je prends ma balle. Faut que j'arrête de dire ça, mais il faut qu'on appuie sur le fait que écouter, c'est l'important et ne pas remettre en question. Et c'est un peu ce que j'ai fait et je m'en réexcuse. Et voilà. Et je tiens du coup à appuyer parce que ça a l'air rapide à faire. Faudrait plutôt comprendre pourquoi on souhaiterait avoir une emprise sur l'autre, genre mieux vaut prévenir que guérir, c'est quoi qui nous conduit à vouloir dominer l'autre. Ben là on en est au point où on réfléchit d'abord aux victimes, on essaye d'abord de soigner les victimes déjà faites et après on réfléchira, peut-être dans un prochain stream, à comment sont créés les agresseurs. Mais actuellement, vu qu'on est dans cette situation, j'ai pas envie de s'excuser de quoi, y a pas à s'excuser, merde. Mais je me suis mal exprimée parce que dans tous les cas, j'ai cru les victimes, mais j'ai trop laissé de place au discours qui voulait parler directement de l'agresseur aussi. Sachant que je n'ai jamais parlé de réhabilitation pour le cas d'Annie Caligula. Dès le début, j'ai dit arrêtez de parler de réhabilitation, c'est pas le sujet actuellement, le mec n'a même pas reconnu. Je tiens à le rappeler, allez voir la première vidéo. Qui voulait les silencier. Ouais, on a un peu fait partie des gens qui ont méconsidéré ce qui se passait. On a dit ok, d'accord, on te croit, mais on n'a pas considéré la gravité de la chose. Et ça a rajouté de la violence sur la violence. Et moi, ça, pour l'instant, je peux que présenter mes excuses là-dessus. Je ne peux pas forcer à ce que ce soit accepté. Je comprends totalement qu'elle ne le soit pas d'ailleurs. Écoutons madame. Impensables, qui n'ont aucun sens. Personne en face ne peut pas intégrer ces violences. Elle fait effraction, en fait, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une... Mais oui, ok, d'accord. Là, on analyse aussi comment ça se passe et comment est-ce que la personne est dans le déni de ce qui se passe. Comment la personne accepte ce qui se passe facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Comment la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe plutôt. Agir. Merci de prendre ce temps pour reparler d'emprise, j'ai sous-estimé aussi. Bah ouais, mais moi je me suis vraiment rendu compte que c'est un truc, j'en ai pas tant entendu parler en vrai. De réagir. Donc, je me suis pas tant renseignée aussi, c'est ma faute. Hein. D'analyser les violences va être bloqué et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles vont pas pouvoir parler, crier, se défendre sur le plan psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées. Et on sait que, par exemple, pour les violences sexuelles, plus de 70% des personnes qui subissent des violences sexuelles vont avoir cet état de sidération. Il est d'autant plus fréquent que la personne... Bon, sur les violences sexuelles, je ne peux... Tant mieux si t'as jamais vécu ça en vrai. Ouais, mais sur les violences sexuelles, je peux que vous dire... parce que dans les violences sexuelles, moi, ceux qui savent pas, j'ai été victime. Et oui, tu ne bouges pas forcément. Pourtant, on se dit, pourquoi elle part pas en courant? Pourquoi elle... Bon, parce que t'oses plus. T'as une espèce de truc où tu te dis que si tu bouges, tu vas mourir. Donc, tu bouges plus. Ça m'est arrivé dans certaines relations, et pas que sentimentales, tellement choquée qu'aucune répartie ne vient. Ouais, c'est ça. T'es en mode, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'infos dans ton cerveau. Sexuelles vont avoir cet état de sidération. Il est d'autant plus fréquent que la personne se retrouve piégée avec des situations complètement terrorisantes et complètement aussi impensables, enfin qu'on ne peut pas comprendre, par exemple comme un proche, comme un conjoint qui va exercer ces violences, et ça va faire basculer la personne dans un état effectivement de paralysie psychique et de paralysie motrice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération, et on peut le voir sur les IRM. On voit effectivement les fonctions supérieures qui vont être bloquées. Et souvent, ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? En fait, c'est tout à fait malheureusement normal par rapport aux violences qui sont exercées. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'es une victime en fait? Pourquoi t'es une victime? Pourquoi t'as accepté de te faire victimiser? Pourquoi t'as accepté? Ouais, frérot, y a pas de pourquoi en fait. Je reproche. Pourquoi t'as agressé? Demande aux gens pourquoi ils ont agressé, surtout, je sais pas. Et plus l'agresseur va avoir une stratégie. L'emprise est un sacré anglement sur les VSS. Tu peux avoir des VSS sans violence physique aucune, et ça demande un effort à tous, à toutes, et surtout de voir là où c'est ok et quand ça ne l'est pas. Bah oui. Et c'est pour ça que depuis le témoignage sur Mediapart, il y a autant de gens qui déconsidèrent le témoignage sur l'emprise. Et c'est horrible. Et c'est pour ça que nous, on remet ça au centre. Pourquoi t'as rien dit? Oui, demandez aux victimes pourquoi elles ont accepté d'être des victimes, c'est un peu débile. Hein. Où il va être terrorisé
terrorisant, où il va être impressionnant, où il va en fait tenir des propos ou avoir des comportements totalement incohérents, plus la sidération va être importante. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences qui vont avoir en fait qui vont être extrêmement traumatisantes pour la personne et vont avoir un impact sur sa santé à long terme, que ce soit la santé mentale et la santé physique. Ok, waouh, la santé mentale et la santé physique à long terme, les gens, oui. Ce qui se passe, c'est que à partir En vrai, ce live me fait beaucoup de bien moi aussi. Oui, je suis désolée s'il y a des gens à qui ça fait du mal. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit ça remonte trop de trucs, je préfère partir. Moi, je me renseigne et on se renseigne tous collectivement aussi pour réussir à analyser les choses et à se rendre compte des conséquences quand la prochaine personne viendra nous raconter ce qu'elle a vécu. Et force à tous les gens à qui ça fait du bien et tous les gens qui se reconnaissent. Et force à tous les gens qui se l'infligent parce que ça leur fait mal. On est ensemble les gens, on est ensemble. au moment où les mains fonctions supérieures sont paralysées, elles ne peuvent plus moduler la réponse émotionnelle. Dans le cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale qui s'allume en cas de danger, qui fait sécréter par les surrénales de l'adrénaline et du cortisol qui permettent à l'organisme de se préparer à agir, à fuir face à des violences. À partir du moment où cette amygdale cérébrale s'allume comme une alarme et qu'il n'y a pas de réponse, elle va continuer à monter en puissance. C'est-à-dire que le fait que la personne ne réagisse pas fait qu'elle continue à hurler en quelque sorte. Mais très rapidement, on va se retrouver avec des doses d'adrénaline et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme. Mon corps est rempli de cortisol. Je sais pas si parler de réaction interne au corps c'est très pertinent. Après, si elle le fait, elle le sait mieux que moi. Mais vu que c'est pas observable, oui, je sais pas. Oui, ça peut-être. En fait, ça a l'air d'enfermer parce que du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait l'enfermer, on pourrait le voir au microscope. Mais du coup, s'il y a pas de cortisol, bah ça veut dire que t'es pas vraiment victime. Enfin, oui, je sais pas. Et qui vont avoir un effet stress extrême. C'est-à-dire qu'avec un impact sur le cœur et sur le cerveau, on peut mourir de stress et on peut avoir des atteintes neurologiques très importantes du fait d'un excès de cortisol. Et à ce moment-là, le cerveau n'a comme moyen. Moi, mon stress, est-ce que moi j'ai perdu mes cheveux beaucoup. Ah bah non, j'étais juste anorexie. Pardon, j'ai eu une réflexion toute seule. Non, ouais, moi je sais pas. Mais oui, trop mécanique pour être réel ce qu'elle dit. Ouais, mais en même temps, ça a l'air de le faire à certaines personnes. Après, c'est pas parce que vous l'avez pas. Quand je stresse, j'ai de l'urticaire. Ah ouais. Moi, j'ai plus des comportements. Quand je stresse, je tape des trucs en mode. Après, je me tape beaucoup moi-même. Ça, c'est pas bien, mais. Pour permettre la survie de l'organisme, de la personne, que de disjoncter exactement comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage. Il y a des appareils qui risquent de griller. Et du coup, ça va disjoncter pour éviter, pour protéger en fait les appareils les plus. Ok, non, si c'est important ce qu'elle dit parce que ça explique pourquoi du coup tu bouges pas. Ok. Par exemple, si tu fais une chute qui tu sais mortelle, tu mourras pas à la retombée. Mais pendant la chute, dû au cortisol de stress, le corps est tellement intelligent. Ok. Enfin oui et non, mais oui. Les plus importants et pour l'organisme, c'est le cœur et le cerveau. Et cette disjonction se fait avec aussi la sécrétion de drogues dures par le cerveau qui font une sorte de cocktail morphine-kétamine, comme un cocktail morphine-kétamine, qui vont complètement anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. C'est-à-dire que cette disjonction va faire que l'amygdale cérébrale, la structure qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, va être bloquée en quelque sorte et elle va plus pouvoir faire sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Donc il va y avoir un stress qui va s'arrêter. La personne d'un seul coup va plus ressentir d'alarme, elle va plus ressentir de stress, elle va plus ressentir de douleur. Et ça va lui donner une sensation d'irréalité, comme si elle était spectatrice de l'événement, comme si elle se regardait, et de dépersonnalisation très très intense, très particulière. Et c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique, le fait que la personne... Dissociation traumatique. Attendez, il y avait un message que je voulais lire. Et si tu bouges pas, tu prends l'habitude d'accepter la situation et de ne rien faire. Et je trouve que c'est ça le plus perfide. Ouais, tu te mets dans cette phase où tu te mets en mode bah c'est normal, c'est la vie. Et c'est un peu surtout si t'es enfant, les gens. Comment tu te reconstruis après ça si la normalité depuis que t'es gosse c'est de te faire frapper. Au bout d'un moment, il y a des gens qui développent des maladies physiques après des événements traumatiques. Tu peux développer une RCH ou maladie de Crohn par exemple. Ok, oui. Et comme tu le dis, Blaine Trotter, il y a des gens que ça aide de voir les choses avec ce qui se passe à l'intérieur et les effets psychiques. Donc ouais, je capte. Soit privé de ses émotions empêche complètement la personne de pouvoir réagir, de pouvoir aussi trouver des solutions, se battre. Elle est plus du tout, elle est comme vidée. Elle est comme, en fait, c'est comme s'il y avait une hémorragie psychique. Elle n'a plus d'énergie émotionnelle et elle va être automatiquement sous emprise de l'agresseur qui va pouvoir faire d'elle ce qu'il veut, voire lui imposer tout ce qu'il veut. Et cette dissociation traumatique aussi, ça va faire qu'il va y avoir une tolérance à la douleur, une tolérance aux violences très très particulière. C'est-à-dire que les personnes, elles savent qu'elles vivent des violences, mais c'est comme si elles n'étaient pas graves ou comme si ça ne les concernait pas. Et du coup, elles vont pouvoir être d'autant plus en danger parce qu'elles ne vont pas évaluer la gravité de ce qu'elles sont en train de vivre. Et bah ouais, tu rationalises de fou du coup. Si tu te rends pas compte d'à quel point c'est... Ah ouais, t'essayes de prendre la gravité, tu la minimises, du coup tu rationalises de fou. Elle est très précise. Allez, j'aime beaucoup cette dame. Elles vont pouvoir être d'autant plus en danger parce qu'elles ne vont pas évaluer la gravité de ce qu'elles sont en train de vivre. Et si personne ne le fait à l'extérieur, pour elles vont être piégées. Et ça explique pourquoi les victimes peuvent rester aussi longtemps avec un agresseur, parce qu'elles sont anesthésiées. Et puis cette anesthésie aussi émotionnelle et physique va faire que les interlocuteurs, les proches, vont avoir un mal fou à comprendre la victime. Ils vont rien ressentir parce qu'on ressent grâce à des neurones miroirs qui nous... T'avais l'air d'aller bien, tu souriais. Mais non, c'est pas possible. Tu souris, tu nous disais que tu l'aimais. Comment il aurait pu être violent, tu l'aimais. Bah, je le cachais quoi. Écoutez, c'est pour ça. Écoutez. On en revient à écoutez. Si quelqu'un témoigne, écoutez juste, parlez pas. Fermez-la. Informe sur les émotions d'autrui, mais quand il n'y a pas d'émotion en face de nous, ils vont rien ressentir. Donc ils vont avoir l'impression que la personne elle parle de choses mais avec
avec indifférence ou avec distance, donc ils vont pas s'inquiéter. Et c'est comme ça que les victimes sont énormément abandonnées. Cette dissociation traumatique aussi, elle présente un risque très important de revivre des violences tout au long de sa vie, parce que les personnes qui sont anesthésiées, qui sont dissociées, vont être des cibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, t'acceptes plus facilement, quoi. Tu deviens tolérant à la violence. Qui est cette dame? C'est une psychiatre basée. Muriel Salmona, exactement. Elle a écrit des livres, à ce que j'ai compris. J'ai subi des violences sexuelles étant enfant et effectivement, je pouvais plus bouger et aujourd'hui, je ne ressens plus la douleur dans tout le bassin. J'ai même une endométriose stade 4 et je ne ressens rien. Bah ouais. Oh, c'est waouh. On n'a rien vu venir, il souriait 24 heures sur 25. Ouais, bah oui. Avant son suicide. Bah oui. Faut arrêter de donner des diplômes à des gens. Ça développe ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Ah ouais, donc en plus, quand t'as déjà été victime, tu deviens une cible. Mais en plus, il y a un vrai truc de, comme vous disiez, de l'isolement aussi. Et ça, c'est aussi dans les témoignages que j'ai eu ce matin de gens qui l'ont vécu. Tu t'isoles un peu de ton entourage aussi. Parce que vu que tu vis pour l'autre, t'as cette petite voix derrière ta tête, t'as cette sensation que la personne est sous ta peau, bah tu vis pour le couple. Enfin, tu vis pour la personne. Du coup, tu oublies un peu les autres parce que tu veux juste penser à la personne et que ça te pousse à être en manie sur ça. Et du coup, tu t'isoles et du coup, personne peut remarquer aussi que tu vas pas bien et que tu changes. Et ça. Et comment tu guéris après? Si t'as pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, c'est que c'est plus facile quand t'as un entourage et un bon système de santé, quoi. Mais du coup, si tu t'es isolé de ton entourage, ça t'enferme encore plus. Ouais. Je pense que c'est pour ça que certains défendent leur agresseur. Eux-mêmes ont une tolérance à la violence très haute. C'est pas la seule explication, mais c'en est une. Peut-être. Je sais pas, peut-être. Je me sens toujours anesthésiée sur le plan des émotions. Oui, moi aussi. Et c'est pour ça que la seule émotion que j'arrive à ressentir, c'est les émotions qui me font pleurer, quoi. Les personnes qui sont anesthésiées, qui sont dissociées, vont être des cibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le danger perdure, tant que la victime est exposée à l'agresseur, particulièrement dans l'enfance, par exemple, dans les couples, quand il y a des maltraitances, des violences sexuelles, elle va rester dissociée. Elle peut rester dissociée 10 minutes, un quart d'heure, mais une journée, mais aussi des mois, des années. Elle peut rester dissociée 10 ans, 20 ans et sembler tolérer des situations intolérables. D'où le rôle décisif de l'écoute lors d'une prise de parole. Ouais, bah oui, on en revient toujours à ça. Hein. On l'a merdé. Une mauvaise écoute ou une dénégation peut faire que cette première prise de parole, c'est la dernière. Bah oui, parce que la personne, ça renforce le fait que ça soit normal. Bah si les gens réagissent que comme ça, c'est bon, c'est que c'est pas si grave, quoi. Si même les gens autour de moi disent oui, fais gaffe, c'est que des tweets de ce marque, ça normalise encore plus ce que t'as vécu et ça aide pas, quoi. Et du coup, est-ce que la notion de consentement n'est pas caduque vu que tu peux te permettre des choses que tu veux pas par emprise? Bah c'est pour ça qu'on parle de consentement libre et éclairé et qu'on essaye de le faire entrer dans la loi maintenant. Souriez, madame, souriez. Ouais, oui, c'est ça. Et à force, tu renforces l'habitude de tout sacrifier pour la personne, car en plus de l'emprise sur le long terme, tu ne connais plus que ça. Plus rien n'a de sens à part cet objectif. Ce serait comme si on te volait ta seule passion. Bah oui, parce que t'es accroché à ça. C'est aussi pour ça que t'en sors pas de cette relation, quoi. Parce que t'es un peu accroché à ça. Et en sortir fait tellement mal, quoi. De toute façon, ton ou ta partenaire qui te maintient sous son emprise fait tout pour t'isoler. Bah, je sais même pas s'il le fait consciemment et en même temps, j'ai pas envie d'y réfléchir parce que j'ai pas envie de trouver des excuses à la personne. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les victimes. Maintenant. En même temps que cette dissociation traumatique, se produit aussi une interruption du circuit de la mémoire qui fait que il va y avoir la mise en place d'une mémoire traumatique qui va pas être intégrée par le cerveau, qui va pas être contextualisée dans le temps et dans l'espace et qui va faire revivre à l'identique les pires événements. Donc la personne, elle va revivre continuellement les moments les plus atroces sans comprendre pourquoi elle est envahie comme ça, aussitôt qu'un lien va les rappeler. Et ça, c'est la mémoire traumatique, c'est un véritable enfer. Donc la personne est dissociée, cet enfer-là est dans sa tête. C'est un peu comme si elle ne le ressentait pas émotionnellement. Et aussitôt qu'elle ne va plus être dissociée, c'est là où ça va exploser. Ça explique aussi pourquoi, par exemple, une victime de violence conjugale, quand elles sont enfin à l'abri, qu'elles ne voient plus, qu'elles sont plus confrontées, qu'elles sont plus exposées à leur agresseur, à ce moment-là, elles sortent de la dissociation. Et c'est souvent à ce moment-là que ça explose en elles. Et elles revivent les événements qu'elles ont vécus. Elles ont des attaques de panique, des angoisses. Elles entendent des phrases de l'agresseur atroces. Tu vaux rien, tu mérites ce qui t'est arrivé, tu n'as pas le droit de vivre, etc. Et elles se disent, en fait, il avait raison quand il disait que je pouvais pas vivre sans lui. C'est bien la preuve que je peux pas vivre sans lui. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent revenir. Et quand elles reviennent, l'agresseur a le pouvoir de les dissocier, de les anesthésier. Et du coup, elles semblent aller mieux. Sauf qu'elles ne vont pas mieux, bien entendu, parce que quand on est anesthésié émotionnellement, c'est pas pour autant qu'on n'est pas impacté. Vous savez, quand vous êtes anesthésié au niveau de la main, c'est pas parce que quand vous mettez votre main sur une plaque électrique, c'est pas parce que vous êtes anesthésié que vous allez pas être brûlé. Donc les conséquences c'est trop précis. Vont être d'autant plus graves que les personnes sont dissociées et elles vont être d'autant plus Attendez, c'est trop précis ce qu'a dit. Impacté. Vous savez, quand vous êtes anesthésié, parce que quand on est anesthésié émotionnellement, c'est pas pour autant qu'on n'est pas impacté. Vous savez, quand vous êtes anesthésié. C'est vraiment, oui, c'est tellement précis. C'est le fait que le moment où ça s'arrête, où tu sors de cette relation, tu te reprends une deuxième fois la violence parce que d'un coup, tout ce que t'avais mis de côté ou tout ce qui t'est vraiment arrivé, il ressort. Tu t'es brûlé la main sur la plaque, tu t'en fous, tu l'as pas senti, et c'est 2 jours après que t'as mal parce que t'as une cloque comme as, mon ref. Au niveau de la main, c'est pas parce que quand vous mettez votre main sur une plaque électrique, c'est pas parce que vous êtes anesthésié, vous allez pas être brûlé. Donc les conséquences vont être d'autant plus graves que les personnes sont dissociées et elles vont être d'autant moins protégées. Et en plus, plus t'as
plus tu sens pas que t'as mal, ça peut même arriver des années après. Bah oui, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, quoi. Et plus tu restes, alors parce que t'as pas mal, mais tu restes, bah plus la brûlure, elle sera grave. C'est pour ça que ça prend un temps monstre de se reconstruire après ça. Bah ouais, souvent ça ressurgit quand ton cerveau estime que t'es prêt à accueillir le trauma. Ouais, ou qu'on tente le sort, quoi. Ouais. Et ça explique par exemple que pour les violences sexuelles, Je la trouve un poil oppressif dans sa façon de parler, mais oui, basé. Oui, je vois ce que tu veux dire. 83% des personnes qui subissent des violences sexuelles disent qu'elles sont ni reconnues ni protégées. Et plus les personnes sont très jeunes, plus ces processus que je viens de vous expliquer de sidération, de dissociation, de mémoire traumatique va être important. Plus les enfants sont très jeunes, plus ils peuvent être impactés dès la naissance, voire même l'amygdale cérébrale, elle est active lors du 3e trimestre de la grossesse. Donc ils peuvent même être impactés pendant la grossesse. Donc il va falloir vraiment prendre en charge ces victimes, les protéger, comprendre ces éléments-là. Protéger les victimes, comprendre les victimes. Là, on en est à comment on gère, nous, en tant que société, la victime. Je vous rappelle que nous, là, on est dans un but de mettre la victime au centre et pas de parler de qu'est-ce qu'on fait de l'agresseur. C'est bon, on arrête de parler des agresseurs. Plus à nous. Il y a quelqu'un qui s'en occupera. On va trouver quelqu'un d'autre. On va trouver un autre jury. Pendant la grossesse. Donc il va falloir vraiment prendre en charge ces victimes, les protéger, comprendre ces éléments-là, ne pas considérer que parce qu'elles n'ont pas pu se défendre, que c'est pas elles qui sont en incapacité de se défendre parce que c'est leur personnalité, c'est que c'est du fait de mécanismes de sauvegarde, elles sont en incapacité de se défendre par rapport à un cerveau qui se met en mode dissocié. Donc ce sont des conséquences, alors, de dissociation du cerveau, une incapacité de se défendre par rapport à un cerveau qui se met en mode dissocié. Et là, du coup, moi je retrouve aussi dans les témoignages qu'on m'a fait ce matin, et c'est ça qui me rend triste en fait, parce que j'ai vraiment eu de l'empathie envers les gens qui m'ont parlé ce matin, et en même temps pas savoir comment, à part leur dire on va s'en sortir, parce qu'on n'a pas le choix, mais parce que je le sais, en fait, on est obligé de guérir, et on va guérir parce qu'on le mérite aussi. Mais j'aime bien l'histoire de l'image de la grenouille qu'on fait cuire tout doucement, à force d'accepter l'intolérable, tu acceptes l'inacceptable. Ouais, à force de baigner dans le bain qui se chauffe, tu sens pas que ça se réchauffe et que d'un coup t'es de plus en plus. Mais si ça t'arrive trop jeune, la dissociation, ça peut aussi littéralement se séparer de la personnalité entre par exemple la personne trauma et la personne qui n'a pas accès à la souffrance. Bah, on m'a parlé de TDI ce matin, le fait de plus être la même personne entre plusieurs états de sa vie, plus être la même personne dans certaines relations et quand on est seul, de sentir qu'on dissocie. Enfin, c'est dingue tout ce que cette merde ça crée. Ils sont en incapacité de se défendre par rapport à un cerveau. Et on écoute et on ne juge pas les gens ni les témoignages. On n'a pas à donner de la légitimité ou non. On n'a surtout pas à illégitimer un témoignage. On retient. On devient des bons féministes. Maintenant, je suis féministe. Laissez-moi. Qui se met en mode dissocié. Donc c'est des conséquences universelles qui touchent toutes les victimes de violences et qui ne sont pas dues à un choix de la victime, mais qui sont liées aux violences. Et dernière chose, on ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Si on a une mémoire traumatique, ça veut dire qu'on a un terrain miné qui peut s'allumer aussitôt qu'un lien, une odeur, un bruit, quelque chose qui réveille les violences, quelque chose qui serre le cou et puis d'un seul coup, c'est l'autre règlement qui revient et la personne, elle se met à étouffer. À ce moment-là, les personnes vont devoir mettre en place des stratégies d'évitement ou des stratégies, ce qu'on appelle les conduites dissociantes. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles... Ça m'énerve, c'est injuste d'être victime, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que c'est à toi de trouver des stratégies. C'est à toi de t'adapter. Ça m'énerve. Salut Brigitte. Femme Duck, pour moi, c'est l'odeur de la soupe aux poireaux. Ah ouais? Le PTSD. Oui, je capte, mais ça m'énerve. Te dissocie. En fait, ça m'énerve que ce soit... C'est pas juste. Bah ouais, déjà que t'es la victime. T'inquiète, man. Les bonnes stratégies d'évitement, bah oui. Mais t'es la victime. Et c'est quand même à toi de t'adapter et toute ta vie doit être changée, quoi. Pour pouvoir s'anesthésier, pour ne pas vivre ces états atroces. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a un risque très important de consommer de l'alcool, de la drogue, de se mettre en danger parce qu'on fait monter la personne en fait sans savoir quoi. Oh non, oui, si ton moyen de compenser c'est de boire ou de fumer une clope, tu tombes très vite dans les... Ouais, on écoute les victimes, s'il vous plaît. Se met en danger si elle se fait mal, si elle se brûle, si elle se scarifie. Quand elle fait ça, en fait, elle fait monter... Scarification. Ça je relate, en tant que victime de harcèlement et d'autres choses. La scarification, oui, bon. J'en suis sortie, moi. C'est compliqué de sortir des scarifications. Ne vous jugez pas si vous n'arrivez pas à en sortir. Force à vous, juste force à vous. Salut Kel. J'ai un pote il est arrivé, il était sous emprise d'une meuf suicidaire et c'était très chaud. Il a pris un risque et c'est passé au final. Mais il est resté avec pendant longtemps pour pas qu'elle se termine. Moi, mon ex, je suis quelqu'un qui a des tendances suicidaires. Et je sais que mon ex, je lui avais dit, si un jour tu veux rompre avec moi, ne le considère pas. Vraiment. Je pense que je serais d'autant plus suicidaire si je sens que tu restes avec moi pour ça. Et c'est très dur de relationner avec quelqu'un de suicidaire et de relationner avec quelqu'un de suicidaire qui se rend compte que c'est dur de relationner avec quelqu'un de suicidaire. Parce que je ne voulais pas que mes tendances suicidaires rentrent en question dans le fait que peut-être un jour il veuille rompre avec moi. Je ne voulais pas que la personne se dise ah non, je peux pas rompre avec elle, elle va se buter. Souvent, je lui posais la question, je lui disais regarde, je suis entourée, si jamais un jour il y a un truc. Bon, c'est moi qui vais venir rompre. Mais je relate, c'est compliqué, ouais. En fait, comme il y a une chimie addictive, ça crée un terrain d'addiction. Perso, en sortant de l'emprise, suicidaire aussi, j'ai eu une phase de codéine qui m'a aidé à réaliser que je compensais un schéma addictif par des drogues. Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'on est tous un terrain addictif très vite. Surtout si vous êtes du coup victime d'emprise. Du coup, écoutez très vite ça. Dans cette affaire, il y a aussi un point de vue antiraciste où la victime n'a pas été prise au sérieux dès le début parce que la discrimination des vécus des personnes non blanches est aussi
un problème. Renseignez-vous sur ces mécanismes aussi SVP. Ils sont souvent même inconscients car on grandit en Occident dans une puissance coloniale avec un formatage eurocentré. Renseignez-vous sur ça SVP, bonne vidéo à ce sujet. Oh, je mets de côté. Très intéressant. J'aimerais bien. T'as contre-euphorie, hein. Mais on va la faire, promis. Parce que oui, c'est aussi vachement à prendre en compte. Je suis très d'accord. Oui. Le stress, elle fait disjoncter le cerveau et du coup, elle évite de revivre l'événement. Et ça vaut bien mieux d'avoir une douleur que l'on contrôle plutôt que de revivre un événement atroce où on a failli mourir, où on a été terrorisé, où ça a été l'horreur. Donc du coup, les personnes vont comme ça essayer de survivre comme elles peuvent, non seulement aux violences, mais aux conséquences des violences, du fait de cette mémoire traumatique qui appartient à l'agresseur, qui colonise. L'histoire de la grenouille, c'est nimble. Par contre, la grenouille comme une victime, c'est et sans. C'est pour ça que les stratégies d'évitement et de compensation existent. Oh, après si, en vrai, dit comme ça. Mais oui, mais du coup, la grenouille reste quand même dans la En fait, c'est de dire qu'elle ne ressent pas le fait que ça arrive. Mais le truc, c'est qu'elle reste quand même. C'est ça qui est important de noter, je pense. C'est qu'elle reste. La victime, les victimes peuvent avoir l'impression que c'est elles qui pensent qu'elles sont nulles, qu'elles valent rien, que c'est elles qui sont violentes, que c'est elles qui ont une haine vis-à-vis de soi, alors que c'est en fait la haine de l'agresseur qui est en fait en mémoire traumatique en elle, qui est à l'origine de ces réactions. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Ça peut aussi arriver avec d'autres agressions que l'emprise. Mais l'emprise, on a tendance à le déconsidérer parce qu'on voit le viol comme quelque chose de plus violent. Mais ça peut très bien arriver pour un viol. Ouais, surtout si t'avais 13 ans, comme tu le précises. Parce que je te dis n'importe quoi, ça arrive aussi avec le viol. Je me reconnais dans tout, pourtant j'ai été violée par quelqu'un que j'ai vu qu'une fois. Ça arrive aussi avec le viol. Sauf qu'on parle là de l'emprise, pas pour dire que ça n'existe pas dans les autres cas, mais juste sur le fait que l'emprise, ça semble comme de la non-violence et du consentement, parce que pourquoi t'es pas parti en fait? Et ça en est pas. Et c'est pour ça que c'est très délégitimé. Et c'est pour ça que là, dans le témoignage Mediapart, les gens ne parlent de Dany, ne parlent que du viol et ne parlent pas forcément de toutes les autres situations, dont les situations d'emprise, dont celles décrites par Krista, parce qu'ils ne considèrent pas l'emprise. Et aussi parce que c'est une femme noire et je pense que ça y joue, bien évidemment. J'en suis même sûre. La mémoire traumatique. Ouais, l'emprise, c'est de la violence psychologique, donc de la violence qui se voit pas. En fait, c'est vraiment C'est comme t'es malade de la tête. T'es pas vraiment malade, tu vas guérir. Faut juste que t'ailles bien. Non, je suis malade de la tête. Je suis malade. J'ai une maladie incurable de la tête. Ça arrive. Mémoire qui n'a pas été intégrée en mémoire autobiographique, qui reste bloquée hors temps, comme une machine à remonter le temps, qui fait que aussitôt qu'un lien va rappeler la situation, elle va exploser et faire revivre à l'identique. C'est-à-dire que par exemple, si on a vécu une violence extrême dans le noir, quand elle va revenir, on va être dans le noir. Si on a vécu une violence avec des douleurs, les douleurs vont revenir à l'identique, comme si elles se reproduisaient. Ça peut mener les gens aux urgences. Toutes les phrases vont revenir, tous les bruits, et je veux dire, les personnes peuvent même avoir peur d'être folles, tellement c'est violent, tellement c'est énorme, tellement c'est incompréhensible. Et cette mémoire traumatique, dernière chose, elle se traite. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner les circuits. Les traumas, c'est un peu comme des fractures, on réduit les fractures en quelque sorte, et le tissu neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner, et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. C'est ça toute la différence. Ok. J'ai rien pu. En fait, c'est fou comme ça t'enferme, tu le revis, Perso, la personne allait tellement mal aussi que je savais et je restais parce que sinon la personne le ferait derrière et j'avais raison. Bah ouais, en fait, encore un truc précis que j'ai beaucoup entendu ce matin, c'est et c'est bien à tout. On a besoin de faire des blagues là pour décompresser aussi. Force à toutes les personnes qui ont subi ça. Je vois, ouais, comme disait Evelyne, je crois dans le chat, oui, Evelyne, c'est ouf à quel point quand on lit. Merci la Pierre pour le 3e mois. C'est ouf à quel point quand on lit les coms ou qu'on discute, on se rend compte que c'est hyper systémique. On a toujours l'impression que c'est des cas isolés et que c'est un peu notre faute quand même. Après, je sais pas si c'est parce qu'on est tous cassés ici, mais j'ai l'impression aussi qu'on est tous cassés. Hein. C'est comme c'est mon truc de la psychiatrie et de tout. Hein. Sorry, bad joke, c'est pas grave, tu l'as dit. Alors quand on partage, on se dit qu'on est nombreuses à souffrir et qu'on est encore là, et ça fait croire en notre force et notre capacité à nous renforcer et soigner entre personnes traumatisées. Je sais pas si on va soigner entre personnes traumatisées, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut remettre l'écoute. Et c'est pour ça que le on te croit n'est pas juste la version woke d'être de gauche. On n'est pas la gauche woke, on est juste humain en fait. C'est pas être de la gauche woke, ni même être de la gauche de bien vouloir écouter les victimes. Hein. Juste écouter les victimes, c'est tout ce qu'on vous demande. Même si vous êtes de droite et vous passez par là, écoutez-les. Et c'est pour ça que le on te croit, il est bien aussi et il est important parce que ça en fait partie quoi. On doit faire mieux là-dessus. Cette phrase m'a tellement énervée. Oui, non moi aussi. Vous inquiétez pas, moi ça va tranquille, mais je suis avec vous. Écouter, c'est pas pareil que on te croit. Ouais, mais tu peux écouter sans croire en fait. Les deux sont importants. Et si la personne veut pas te raconter trop de choses, faut juste que tu la crois ou que tu lui laisses l'espace pour raconter. Je sais pas, j'ai pas la bonne solution parce que même moi j'essaye de travailler là-dessus. C'est important aussi de savoir ce qu'est l'emprise parce que vraiment, faut arrêter de délégitimer tout ça.